Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La tournée du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en Afrique de l'Est l'a amené à faire escale au Kenya, pays dans lequel Pékin a engagé plusieurs projets d'infrastructure en réponse à l'agenda de développement socio-économique kényan. La Guinée répond au défi de l'industrialisation en misant sur la transformation locale, un phénomène prisé par de plus en plus d'entreprises, à l'instar de la société Comptoir Commercial de Guinée, très impliquée dans le développement communautaire national. Et l'Afrique du Sud change de stratégie pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La nation arc-en-ciel a fait le choix de ne plus imposer de confinement strict pour endiguer le virus, une décision saluée par les centres africains de contrôle et de prévention des maladies qui jugent cette mesure révolue. Mais tout d'abord, en Égypte, les autorités poursuivent leur ambition de développer l'industrie du transport dans le cadre du plan stratégique dénommé Vision 2030. Le ministère égyptien des Transports a récemment annoncé que 6,5 millions de dollars du budget de l'exercice 2022 seraient consacrés à la mise en œuvre de 24 projets de transport, tout en répondant à deux défis majeurs, la mobilité et l'écologie. Notons que cette enveloppe représente 25% du portefeuille du financement du développement du ministère de la Coopération internationale. Le Kenya a été l'une des escales du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, dans la Corne de l'Afrique. Ce périple, qui a débuté le 4 janvier, atteste l'influence grandissante de la Chine en Afrique, une influence discutée en raison notamment des dettes colossales contractées par certains pays africains vis-à-vis de Pékin. Le diplomate chinois a rencontré le président Uhuru Kenyatta le 6 janvier pour notamment discuter de projets d'infrastructures en cours. Les précisions de Solène Duplessis. La Chine se positionne en partenaire de développement du Kenya. Les deux pays qui entretiennent d'étroites relations de coopération prévoient de renforcer leur partenariat dans divers secteurs. Le président kényan, Uhuru Kenyatta, et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, se sont rencontrés en ce sens ce jeudi 6 janvier dans le cadre d'une visite de ce dernier dans la sous-région Afrique de l'Est. Notre partenariat avec la Chine n'est pas un partenariat basé sur le fait que la Chine nous dise ce dont nous avons besoin. C'est un partenariat d'amis travaillant ensemble pour répondre à l'agenda socio-économique du Kenya. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, le président Uhuru Kenyatta a mis l'accent sur la construction d'infrastructures. Pour ce faire, le gouvernement s'est appuyé sur des prêts chinois, mais fait face à des critiques, alors que le niveau de la dette a considérablement augmenté ces dernières années. Pourtant, selon la Chine, les prêts liés à ces projets représenteraient un bénéfice mutuel. Les ingénieurs et techniciens chinois, suivant les illustres traces du navigateur Zen, sont revenus à Mombasa et ont aidé à construire le meilleur chemin de fer, les meilleures routes et le meilleur terminal pétrolier dont nous sommes témoins aujourd'hui. Nous avions besoin de cette infrastructure pour pouvoir répondre à ces demandes et la Chine était là lorsque nous avons demandé un partenariat pour le développer. Ils étaient prêts à marcher avec nous main dans la main. Nous avons besoin de partenaires pour nous aider à réaliser ce dont nous avons besoin. Cette rencontre intervient dans le cadre d'un déplacement du ministre des Affaires étrangères chinois dans la sous-région depuis le 4 janvier. Le Kenya serait, selon Wang Yi, un pays exemplaire pour présenter la coopération Chine-Afrique dans le cadre de l'initiative de la ceinture et la route. La capitale malienne Bamako a reçu le 5 janvier la visite éclair de l'envoyé spécial de la CEDEAO dans la crise malienne, Goodluck Jonathan, un déplacement effectué en réponse au projet de calendrier électoral publié par la junte prévoyant une transition pouvant aller jusqu'à 2026, alors qu'un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali est prévu ce dimanche 9 janvier. Reportage de notre envoyé spécial au Mali, Paul-Marcel Mayagui. Arrivé le 5 janvier 2022 à Bamako, la capitale malienne, l'ancien président nigérian et médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a été reçu en audience par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Au menu de leur tête-à-tête, le chronogramme prévoyant un prolongement de la transition jusqu'à 5 ans. Un état de fait plutôt mitigé auprès de l'organisation régionale.
Mais comme vous le savez, nous avons été ici en novembre dernier et nous avions dit que nous devions revenir en janvier. En même temps, vous savez également qu'au niveau du pays, il y a eu pas mal d'activités, notamment les assises nationales qui ont été organisées. Et notre rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre d'un débriefing auprès des autorités de la transition, parce qu'il était question pour nous de comprendre ce qui s'est passé et d'entendre leur version. S'estimant dans l'incapacité de rendre le pouvoir aux civils élus au bout de 18 mois de transition, comme le stipule l'engagement des autorités maliennes auprès de la CEDEAO, les autorités issues du putsch d'août 2020 veulent pouvoir faire durer cette transition jusqu'à 5 ans à compter du 1er janvier 2022. Et la visite du médiateur de la CEDEAO avait pour objectif de débriefer avec les autorités maliennes sur les conclusions des assises nationales de la refondation. Mais comme vous le savez, il y a eu des discussions en cours et notre objectif aujourd'hui, c'était d'avoir un débriefing de la part des autorités de la transition, ce qui nous permettrait évidemment à notre tour de faire un débriefing au niveau des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Comme vous le savez, nous aurons une réunion dimanche, un sommet dimanche prochain, au cours de laquelle nos chefs d'État pourront se prononcer. Le 9 janvier 2022 à Accra au Ghana, les chefs d'État et de gouvernement ouest-africains se réuniront dans le cadre d'un sommet extraordinaire sur le Mali. Ils examineront le calendrier que leur ont soumis les autorités maliennes issues d'un double putsch pour rendre le pouvoir aux civils et devront décider dimanche 9 janvier de la réponse à apporter à un calendrier pouvant s'étendre jusqu'à fin 2026. Également dans l'actualité, il y aurait bien des instructeurs russes au Mali. La présence de militaires russes à Tombouctou, dans le nord-ouest du pays, a été confirmée par plusieurs sources militaires indépendantes, mais aussi par des témoins. La présence de mercenaires russes de la société Wagner a également été confirmée dans plusieurs localités maliennes, notamment au centre où l'armée renforce ses positions. Rappelons que depuis plusieurs semaines, les autorités maliennes sont restées évasives à ce sujet, alors que la France a annoncé en juin 2021 la fin de l'opération Barkhane au Mali. La sphère politique tunisienne est secouée par une nouvelle affaire. Le tribunal de première instance de Tunis a décidé le 5 janvier de traduire en justice 19 personnalités, dont l'ancien président Monsef Marzouki, soupçonné d'avoir commis des crimes électoraux dans le cadre des élections présidentielles et législatives de 2019. Les explications de Mildred Diamou. En Tunisie, 19 personnalités politiques ont été déférées devant la justice pour délits électoraux. Selon un communiqué du bureau de presse du tribunal de première instance de Tunis, il s'agit de Rached Ghanouchi, président du principal parti au Parlement Ennahda, Monsef Marzouki, ex-président de la Tunisie de 2011 à 2014, Youssef Chahed, ancien premier ministre de 2016 à 2020, ainsi que d'autres personnalités politiques. Les 19 personnalités mises en cause et qui vont passer devant la justice, c'est une manière de dire que l'impunité aujourd'hui en Tunisie n'est plus possible. Après les années de laxisme, une pratique qui a empoisonné la vie des Tunisiens et pourri les institutions de l'État. Les accusations concernant ces personnalités de premier plan qui ont véritablement bénéficié de l'argent d'étrangers, ça va emballer la classe politique tunisienne et pousser à des réactions d'une façon imprévisible. Ces figures politiques tunisiennes seront devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis pour publicité politique, publicité illégale via les réseaux sociaux et violation du silence électoral lors de l'élection présidentielle anticipée de 2019. La mesure judiciaire intervient quelques jours après l'arrestation du vice-président d'Ennahda, Noureddine Bihri, le 31 décembre 2021 pour terrorisme et corruption. La sanction risquée par les 19 personnalités déférées devant le tribunal, elle a peut-être une portée symbolique sur le plan politique, mais elle n'a en fait aucune portée réelle sur le plan judiciaire, puisque ceux qui ont été déférés risquent au plus une amende, c'est tout. Cette affaire cache une autre affaire beaucoup plus importante et qui n'a pas encore été traitée par la justice, qui est en fait le talon d'Achille de la Tunisie. Les figures politiques tunisiennes sont poursuivies conformément à la loi organique relative aux élections et au référendum. Le président Kais Saied a souligné qu'il est impératif d'éviter toute ingérence dans l'action de la justice et de la magistrature et que quiconque aurait commis un crime doit être traduit en justice.
En Guinée, des entités locales relèvent le défi de l'industrialisation. À l'instar de la société Comptoir Commercial de Guinée, créée en 2014, très impliquée dans le développement communautaire du pays, cette société promeut le consommer local et envisage de devenir leader dans le domaine agroalimentaire national. Plus de détails avec Philomène Sine. Dans cette unité industrielle qui fonctionne 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24, près d'une dizaine de produits essentiellement made in Guinée sont transformés par jour, puis acheminés sur le marché à travers la Guinée, ainsi que dans certains pays de la sous-région ouest africaine. Créée en 2014 par Ibrahima Diallo, l'unité industrielle Comptoir Commercial de Guinée, CCG, comprend 3 unités industrielles. Objectif, produire localement et satisfaire la demande. Nous avons des produits de très bonne qualité qui sortent de nos usines pour aller vers le consommateur final. Nos équipements sont des équipements de dernière génération. Nous avons un laboratoire de standard international aussi. Donc, nous assurons toujours à offrir au consommateur final un produit de qualité. À ce jour, 100% de la matière première est importée, une tendance que la société travaille à inverser. S'approvisionner entièrement sur le marché local est un enjeu, mais aussi un défi. Selon les responsables, la disponibilité de la production locale est encore faible en Guinée. La production locale, actuellement comme elle ne peut pas suffire à nous permettre de nous approvisionner en intrants. Il faudra nous investir nous-mêmes à faire la culture de la tomate, à faire l'élevage. Avec une présence remarquée à la première édition du SIG, Salon de l'industrie de Guinée tenu les 20 et 21 décembre 2021 à Conakry, le CCG a présenté plusieurs gammes de produits alimentaires. Le SIG veut répondre aux attentes des acteurs industriels. L'occasion lui a été donnée de faire des requêtes. Les mesures de confinement strictes ne sont plus le meilleur moyen de contenir la pandémie de Covid-19. C'est l'affirmation faite le 6 janvier par le directeur des centres africains de contrôle et de prévention des maladies qui juge cette méthode révolue. C'est aussi l'option choisie par l'Afrique du Sud qui a décidé de changer de stratégie pour lutter contre le variant de coronavirus Omicron. Les explications de Solène Duplessis. Près de 2 mois après la découverte du variant Omicron le 25 novembre dernier en Afrique du Sud, le pays respire à nouveau. La plupart des mesures de confinement ont été supprimées, ce que salue le CDC Afrique, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Selon son directeur, ces mesures de confinement strict n'étaient plus le meilleur moyen de contenir la Covid-19. Nous sommes encouragés par ce que nous avons vu en Afrique du Sud durant cette période où les experts ont examiné les données en termes de gravité des infections. Le temps où nous utilisons l'outil des confinements stricts est révolu. Nous devons réfléchir plus attentivement et dans une approche équilibrée à la manière dont nous utilisons les mesures de santé publique et sociale alors que la vaccination va croissante. Toutefois, alors que moins de 10% de la population africaine a été entièrement vaccinée contre la Covid-19, le CDC Afrique craint que le virus ne devienne endémique sur le continent, à l'instar de la grippe. En décembre, les nouvelles contaminations ont connu une hausse de 36% en Afrique. Si d'ici la fin de l'année, le continent ne porte pas le taux de vaccination à plus de 70 ou 80%, je crains que d'ici la fin de l'année, nous nous trouvions dans une situation où le Covid-19 ne devienne endémique. Malgré un taux de vaccination très bas en Afrique du Sud, l'hécatombe prévue pendant la vague Omicron n'a pas eu lieu. Selon une étude publiée fin décembre dans la revue scientifique The Lancet, le nombre de morts par semaine était de 3 000 maximum, contre 10 000 pendant la vague Delta et 16 000 pendant la vague Beta. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.